Alors, on est réunis aujourd'hui à Paris, sur les rives du canal de l'Ourcq, pour célébrer un prix, le Grand Prix de traduction de la ville d'Arles, qui va être remis à Xavier Luffin, qui a fait le déplacement spécialement depuis Bruxelles. Donc, comme vous savez peut-être, ça devait être remis lors des assises de la traduction, qui se tiennent tous les ans à Arles, mais malheureusement les dernières nouvelles réglementations ont fait que l'événement ne pourra pas se tenir. Néanmoins, on a tenu à se retrouver ici à Paris, on a profité de la dernière fenêtre de déplacement possible pour retrouver Xavier Luffin et lui remettre ce prix qui salue un travail de traduction tout à fait remarquable. Bonjour, alors je suis bien sûr très heureux de recevoir ce prix, c'est réellement un honneur, je le ressens comme ça. Alors il y a une petite pointe de déception bien sûr à cause de l'annulation, mais qu'on comprend tous, et puis au moins ça m'aura permis de faire une dernière petite escapade à Paris pour cet entretien. Grand Prix de traduction de la ville d'Arles 2020. Xavier Luffin, universitaire et traducteur, lauréat 2020 du Grand Prix pour les Django d'Abdelaziz Baraka Sakine, traduit de l'arabe du Soudan, et Khaled Osman, auteur, traducteur et membre du jury. Pour commencer, je voudrais souligner les raisons qui nous ont amenés, les autres membres du jury et moi-même, à vous décerner ce prix. Les autres membres sont Santiago Artoski, Mathieu Doss, Christian Garcin, Sylvain Prudhomme, Sophie Bénèche et Nina Yarvekov. Ce qui nous a particulièrement plu dans cet ouvrage, les Django, donc publié aux éditions Zulma dans votre traduction Xavier Luffin, c'est un livre qui met en scène un grand nombre de personnages issus de différentes ethnies et catégories sociales, depuis les plus aisés jusqu'aux plus misérables. Et ce roman d'Abdelaziz Baraka Sakine, donc qui est un écrivain soudanais, présentait de nombreux défis à la traduction. Les prisonniers y côtoient les gardiens et les hommes libres. Les jeux de pouvoir, qu'ils soient politiques, financiers ou entre les sexes, s'y déroulent à rebours des idées reçues. Le poids de la réalité ménage une place à la magie et au sortilège, et la sobriété alterne avec la folie douce procurée par la fumée ou les liqueurs. Cette diversité se donne à lire dans une langue extrêmement variée, truffée de mots d'importation issus de langues variées, comme par exemple le tigrinya, ou encore de pays voisins comme l'Éthiopie. La langue arabe utilisée combine différents niveaux de langage, depuis les récits et contre-récits de la narration, déroulés dans un arabe littéraire classique, jusqu'au dialogue échangé en dialecte soudanais. Votre traduction, Xavier Luffin, a su rendre ces nombreuses subtilités linguistiques, tout en laissant une part de leur élucidation au lecteur, on reviendra peut-être là-dessus dans nos questions tout à l'heure, et nous guider à travers la richesse culturelle de ces mondes imbriqués. Xavier Luffin, nous sommes très désireux de vous entendre sur ce qui vous a attiré particulièrement dans cet ouvrage et vous a donné envie de vous lancer dans cette traduction ô combien difficile. Bien, alors je dois dire que Abdelaziz est un auteur que je connais depuis une douzaine d'années maintenant, et j'ai lu la plupart de ses romans et beaucoup de ses nouvelles. J'avais déjà traduit quelques-unes de ses nouvelles et l'un de ses romans pour la même maison d'édition, Zulma, c'était le Messie du Darfour. Alors le choix des Django n'était pas évident, et j'avoue que après en avoir discuté avec l'auteur, j'étais d'abord un peu hésitant. Je me suis demandé si, autant le Messie du Darfour, je pouvais imaginer que le livre aurait un certain succès parce qu'il faisait écho à la situation politique du pays, autant les Django, que je trouve moi-même qu'il est traduit assez difficile à résumer par exemple, et très propre à la culture soudanaise. Je savais que ça avait été un grand succès auprès des lecteurs soudanais. Je considérais que c'était un pari de le présenter aux lecteurs français, aux francophones, mais vraisemblablement le pari est réussi puisque le livre rencontre un certain succès. Alors, comme traducteur, ce qui m'attirait dans le livre, c'était d'une part la multiculturalité du roman, qui reflète vraiment la multiculturalité du Soudan.
Entendre parler de toutes ces tribus, de toutes ces ethnies, c'est vraiment un voyage dans le Soudan tel qu'il est, qui a longtemps été gommé par ses autorités, mais qui est vraiment le pays, le pays réel en fait. Mais ça constituait aussi réellement un défi pour le traducteur, parce que comme vous l'avez bien souligné, l'auteur joue avec les différents niveaux de langue. D'abord la trame qui est en arabe littéraire, et puis les dialogues qui sont non pas en arabe soudanais, mais dans différentes, comme vous l'avez dit aussi, dans différentes versions de l'arabe soudanais. L'arabe du Nord, l'arabe de l'Est, l'arabe mal parlé aussi des migrants d'Éthiopie. Et puis il mélange tout ça avec les langues des pays voisins. Et toute une série de mots qui sont typiques de l'arabe dialectal du Soudan. Et je dirais même dans ce cas précis de l'Est du Soudan. Donc il fallait essayer de rendre ça au lecteur français sans l'assommer de néologismes et de mots incompréhensibles, mais tout en les conservant aussi pour ne pas... parce que ça fait vraiment partie de l'essence de ce livre. Il serait peut-être intéressant de parler des Django, ces fameux Django qui donnent leur nom au titre, qui sont donc ces saisonniers en fait, dont des gens très mobiles qui parcourent le Soudan d'est en ouest et du sud au nord pour offrir leurs services un peu aux paysans, aux agriculteurs, faire d'autres choses parfois moins avouables. Donc on entre tout de suite dans le vif du sujet, puisque l'auteur, en fait, au début du livre, nous explique qu'ils ont plusieurs dénominations qui changent selon les saisons, qu'on ne sait pas très bien où ils sont, enfin, qu'ils sont assez insaisissables. Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux un peu, ces fameux Django ? Alors c'est vrai, ce sont des personnages assez mystérieux. Le roman se passe dans l'est du pays, mais on découvre qu'en fait des Django, il y en a même au Darfour, il y en a dans le nord, il y en a partout où le travail les appelle. Et ce sont des gens, je trouve que d'emblée ce sont des gens attachants. Ils vivent au jour le jour, ils travaillent beaucoup, ils se tuent à la peine, mais en même temps ils dépensent leur argent dès qu'ils ont leur salaire en poche. Alors je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas moi je trouve que ça les rend attachants. Et ils sont attachants comme pas mal d'autres personnages marginaux qui sont décrits dans le roman. On parle beaucoup du monde des prostituées par exemple, mais qui sont aussi décrites avec je trouve avec la même... il n'y a aucun jugement de valeur de la part de l'auteur, je trouve, et on est dans un monde, dans une espèce de société parallèle très complexe et très fragile aussi, puisque l'arrivée de la modernité dans le village va rendre leur mode de vie bouleversé en réalité. Et puis ils ont une langue aussi qui leur est particulière et une mythologie aussi. L'auteur s'est beaucoup inspiré des traditions locales, qu'elles soient musulmanes ou pas, et des légendes de la région. Je pense notamment à une légende que moi j'aime beaucoup, qui est la légende de l'arbre de la mort, qui est décrite à la fin du roman. Mais il y a aussi la femme qui se transforme en hyène. Il y a toute une série de personnages truculents. D'ailleurs, je crois que vous nous lirez un extrait sur cette légende de l'arbre tout à l'heure. Mais plutôt tout de suite, j'aimerais bien aussi que vous nous parliez, que vous nous situiez un peu l'auteur au sein de la littérature soudanaise en particulier et arabe en général. Je crois qu'il a eu un grand prix qui s'appelle justement le prix Tayeb Salih. Alors, les amateurs de littérature arabe savent qui est ce grand écrivain soudanais, l'auteur de Saison de la migration vers le nord. Donc c'est un prix très prestigieux au Soudan. En même temps, je crois savoir que l'auteur a eu des démêlés avec à la fois la censure et les autorités, peut-être en raison de cette extrême bienveillance en fait qu'il témoigne vis-à-vis de certaines pratiques, disons, que ce soit la prostitution ou l'alcool ou aussi la rébellion politique, puisque ces Django sont quand même des êtres assez rebelles. Il y a un passage très truculent sur leur révolte à un moment dans le livre. Donc parlez-nous un peu peut-être de l'auteur dans ce contexte, Xavier Luffin.
Alors, Abdelaziz Baraka Sakin est un grand nom de la littérature soudanaise aujourd'hui. J'ai eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, de voyager au Soudan avec lui. Parce qu'à l'époque, il vivait encore dans le pays. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il était très célèbre. On a visité plusieurs villes ensemble. Et il attirait vraiment beaucoup de monde. Ce qui est d'autant plus intéressant dans un pays où d'une part, les livres sont chers et on ne les trouve pas facilement, où le taux d'analphabétisme est quand même très important. Mais malgré ça, c'est vraiment un auteur qui bénéficie d'une grande notoriété. Alors, le Soudan est un pays qui, d'un point de vue littéraire, est extrêmement riche. Il est resté longtemps résumé, je dirais, aux œuvres de Tayyip Saleh, qui est un grand auteur des lettres arabes, mais paradoxalement qui a longtemps fait de l'ombre aux autres auteurs. Ils le disent souvent eux-mêmes d'ailleurs, ils disent qu'ils ont un héritage qui est très lourd à porter, c'est-à-dire d'avoir un grand nom auquel on les compare toujours. Ça a été longtemps le cas dans le monde arabe, ça l'est moins maintenant parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs soudanais qui sont lus en dehors du Soudan. C'est le cas d'Abdelaziz, mais c'est le cas de quelques autres auteurs, Rania Mahmoud par exemple, pour citer une femme, Stella Gaetano, qui est du Sud-Soudan. Donc il y a de nouveaux noms qui émergent et qui permet au Soudan de sortir un peu de l'anonymat. Mais Abdelaziz reste vraiment une célébrité. Alors aussi dans la diaspora, on s'est rendu à plusieurs festivals en France, au Canada aussi, et il y a toujours, je suis toujours étonné par le nombre de Soudanais qui viennent l'écouter et qui viennent lui témoigner leur affection. Alors je crois que c'est dû à la qualité de sa plume certainement, mais aussi au sujet qu'il aborde, comme vous le disiez bien, même dans Django, qui est un livre en apparence beaucoup moins politique dans son contenu que Le Messie du Darfour. Malgré tout, il y a un côté très contestataire, la critique du pouvoir central, la mise en avant justement des personnages marginaux, et les tabous comme la prostitution, l'alcool, etc. Je crois que la population dans un pays qui a longtemps vécu sous un régime totalitaire a besoin de cette dose de subversion, mais c'est ce qui a valu à Abdelaziz l'exil, puisqu'il a dû quitter le Soudan pour s'installer en Autriche. Et bon, je crois que maintenant il vit entre l'Autriche et la France, mais voilà, depuis une petite dizaine d'années maintenant. En plus des questions politiques, il y a en effet toute une galerie de personnages très particuliers, comme le fameux Wad Amouna, qui est quelqu'un d'assez efféminé en fait, et c'est pas du tout la figure traditionnelle de l'homme de tribu soudanais. Et j'imagine que là aussi il y a un peu de subversion, y compris dans ses activités, puisqu'il va jusqu'à préparer une mariée. Et il y a comme ça, tout au long du livre, des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la littérature arabe, en tout cas. C'est vrai, et c'est ça qui m'avait fait hésiter au départ quant au choix du livre, c'est que le roman se présente quelque part en partie comme une galerie de portraits. On a des personnages auxquels on s'attache à chacun d'entre eux, je pense, et Wad Amouna a un rôle central dans le roman. Il est un des premiers personnages dont on découvre la biographie finalement. Il a eu cette enfance assez étrange, en tant que fils de prisonnière, il vivait avec elle en prison, et il nous décrit la vie très dure d'une prison de femmes, mais vue de l'intérieur. Et effectivement, il y a tout ce côté insaisissable. Il est efféminé, on n'arrive pas à comprendre s'il est attiré par les femmes ou par les hommes ou par les deux. Alors c'est intéressant parce que c'est un sujet effectivement qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la littérature arabe contemporaine, mais quelque part dans la littérature médiévale, c'est le personnage du chanteur efféminé, etc. C'est quelque chose qui existe, et donc mais c'est vrai que dans la littérature contemporaine, les auteurs sont souvent plus prudents à cet égard. Xavier Lufin, vous êtes venu de Bruxelles avec quelques extraits de l'ouvrage traduit pour donner à entendre un peu cette voix très singulière de l'auteur Aziz Baraka Sakin. Oui, alors j'ai choisi 3 extraits.
Le premier, c'est le tout début du livre, lorsqu'on décrit les Django, quand on apprend qui sont les fameux Django. Alors je vais commencer en lisant l'un des passages en arabe, c'est la description des Django dans l'est du pays. للجنجاوي أو الجنجو جوراي عدة أسماء على مر السنة وشهورها وفصولها فهو كتكاو في الفترة ما بين ديسمبر إلى مارس حيث يعمل في مزارع السكر بالكنانة ومصنع السكر خشم الجربة وعسلية أو الجنيد ويسمى فحامي في الفترة ما بين أبريل إلى مايو حيث يعمل أمبحتي أي منظفا للمشروعات الجديدة أو المهملة من الأشجار ويصنع من صوغها وفروعها الفحم النباتي. Alors le passage que j'ai lu en arabe était une description des Django. Et en réalité, ce que je vais vous lire en français, c'est le paragraphe précédent qui est le tout début de cette présentation, justement. Les Django se ressemblent en tout. Ils sautillent comme de vieux corbeaux, dansant autour d'une proie. Ils portent des chemises neuves, dont le col souillé par la transpiration, le soleil, le vent du sud et la terre noire argileuse témoignent d'une âpre lutte avec les lieux, les éléments et la recherche de leur gagne-pain. Ils adorent les jeans, avec la marque bien en évidence sur les poches. Cons, Want, Tube, Lehman, Winston. Ils ne savent pas ce que cela veut dire, mais ils les aiment plus que tout, et ils paient cher pour en avoir. Avec leur ceinture en simili-cuir, on les prendrait presque pour des créatures étrangères. N'étaient cet air de famille que leur silhouette partage avec les objets alentours, en particulier les bottes de sésame bien fagotées. Alors le deuxième passage est le tout début du chapitre intitulé « Le marché aux puces » qui décrit justement le rôle de Wadamouna, l'un des personnages clés du roman, dans une cérémonie de mariage. Alors en arabe, la scène a un ton particulier parce qu'on joue avec les niveaux de langue que j'ai essayé justement de reproduire dans la traduction française. Je remarquai l'absence de Wadamouna dès que je pénétrais dans la cour de la maison de la mère. Cela sautait aux yeux. Wadamouna est occupé à former la mariée, me dit Alam Guichet. Former la mariée? Qu'est-ce qu'il lui apprend? Il lui apprend à danser. Tu ne savais pas que Wadamouna était un artiste? C'est aussi un danseur, un dessinateur au henné et même un coiffeur. Je hochai la tête, tout en pensant par-devers moi que cela m'avait en effet échappé. La mariée, c'est la fille d'Abrahit, ajouta-t-elle avec entrain, et c'est Mohamed Awad Kajok, le chauffeur de camion, qui va l'épouser. Peut-être as-tu déjà entendu parler de lui? Je hochai à nouveau la tête, comme pour dire « plus ou moins ». S'il n'y avait pas eu la volonté de Dieu, continua Alam Guichet, Wadamouna aurait été une fille. Je me mis à rire. Il fait les mêmes trucs que les filles, ça se voit bien que c'est pas un homme. Elle rit à son tour. Aucune femme ne l'a encore essayé, mais aucun homme non plus, d'après ce qu'on sait. À part l'histoire du cuistot en prison, quand il était petit là, mais rien d'autre. Maintenant c'est un jeune homme, il a la vingtaine ou un peu plus, mais on ne connaît pas son père. Il a dit que son père était yéménite, parce qu'il a le teint clair. C'est ce qu'il a dit, il le tient de sa mère. Alors le dernier passage fait référence à la mythologie locale justement. On raconte que les Django, lorsqu'ils sentent leur mort approcher, se dirigent vers un très grand arbre qui est leur dernière demeure avant le passage dans l'au-delà. L'arbre de la mort était gigantesque. Il nous écoutait avec ses longues branches de plusieurs mètres s'étendant dans le vide, comme les bras d'une gigantesque créature mythique. Il était ombrageux et vert toute l'année. Personne ne savait qui l'avait planté. Ce qui n'avait rien d'insolite, car généralement ce sont les oiseaux qui sèment les graines de Nîmes. Après en avoir mangé les fruits et avoir volé plusieurs centaines de kilomètres sur la route de leur migration. L'arbre devait avoir plus de 100 ans, car toutes les personnes encore en vie à El Homara l'avaient toujours connu sous cette forme. Ils avaient joué à l'ombre de ses branches lorsqu'ils étaient enfants. Les courlis et les perroquets y chantaient durant la saison des pluies. Les grues blanches venaient s'y réfugier lors de leur migration estivale. 7 hommes étaient couchés au pied de l'arbre, 5 Django et 2 Éthiopiens.
les gens racontaient des histoires terrifiantes, notamment que l'arbre confiait à qui venait s'y réfugier le moment de sa mort. Il le lui murmurait à l'aube, d'une voix de vieille femme. On disait aussi qu'il gardait l'âme des morts suspendue à ses branches jusqu'au jour du jugement dernier, et qu'il pleurait chaque fois que quelqu'un mourait sous son ombre, lorsque quelqu'un rendait la sérénité, comme on dit ici. Xavier Lufin, merci beaucoup pour la lecture de ce dernier extrait. Et j'en profite pour vous remercier d'avoir fait ce déplacement jusqu'à nous avoir rejoints à Paris pour cette célébration. Merci encore. Bien, à défaut d'être allé à Arles, c'est toujours un plaisir de venir à Paris et à mon tour, je vous remercie ainsi que tous les membres du jury, très sincèrement.